Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, merci, mon cher François, de ton invitation. Donc, je vais vous livrer notre expérience à l'HEGP de la chirurgie assistée par robot dans le cadre des cancers des voies aérodigestives supérieures. La première publication utilisant le robot en chirurgie ORL, comme vous le voyez, remonte à 2005. Donc il y a un petit peu de retard là aussi par rapport à l'urologie. Ensuite, quelques publications sur des expériences chez l'animal. Et là, on arrive en 2006. Et la première publication rapportée sur l'homme à partir de 2006 et 2007, principalement par l'équipe de Philadelphie. Là, vous voyez le nombre de publications de la chirurgie assistée par robot en ORL, avec une très grande augmentation du nombre à partir de 2010. On est dans le cadre de la chirurgie minimale invasive, au même titre que la chirurgie par voie endoscopique au laser dans le traitement des cancers. Alors, je vais vous présenter notre série. Nous avons des cancers de l'oropharynx, de l'hypopharynx et des cancers du larynx. C'est une série prospective non randomisée et nous avons évalué la faisabilité, la durée d'installation du robot, les limites de résection, les marges, en termes de qualité de vie, la nécessité d'une trachéotomie, d'une alimentation par sonde et des complications pér- et post-opératoires. Alors là, on passe par voie endorale, on passe par la bouche, et on est obligé d'utiliser un ouvre-bouche particulier qui est très adapté, qui est le FK Retractor, qui permet en effet d'introduire le bras avec le vidéo-endoscope dans la bouche, un bras avec une pince Maryland et un bras avec la coagulation monopolaire. Donc voici l'exposition que nous avons. Déjà avec cet écarteur, on voit remarquablement bien. Et ensuite, lorsque l'on met le vidéo-endoscope avec la vision 3D, on obtient réellement une qualité de vision exceptionnelle. Alors nous avons commencé cette chirurgie assistée par robot en mai 2009 et jusqu'en juillet dernier, nous avons fait les 50 premiers patients. Nous sommes maintenant à 68. Vous voyez qu'il y a une répartition avec un certain nombre de patientes de femmes. Ceci est lié au cancer de l'oropharynx lié au virus HPV. Nous avons opéré parfois le même patient avec des tumeurs synchrones. Donc voici les répartitions. On voit très bien que la première indication, c'est les cancers de l'oropharynx. Nous avons une petite expérience dans les cancers de l'hypopharynx et dans les cancers supraglottiques. 8 patients de notre série avaient été traités précédemment par radiothérapie. Cette chirurgie assistée par robot, comme vous voyez, s'adresse principalement à des tumeurs de faible volume, des T1, des T2, quelques T3. Nous avons réalisé la chirurgie avec succès chez 49 sur 50 patients et nous avons été obligés chez un patient, compte tenu d'une hémorragie péropératoire, à convertir par voie externe. La durée moyenne d'installation du robot est de 20 minutes et le temps chirurgical est de 60 minutes. C'est le même temps chirurgical que par voie endoscopique conventionnelle. La courbe d'apprentissage, on voit très bien qu'au début, on n'était pas du tout à l'aise. Et dès le 13e patient, on a toujours maintenant le même temps d'installation du robot. Quand je parle d'installation du robot, c'est les bras mis et les instruments mis en place dans la cavité orale et le pharynx. Là, ce qui nous paraît fondamental, c'est le très faible taux de trachéotomie, car si on passe par voie externe pour réaliser ces mêmes interventions, la trachéotomie est systématique. Donc là, on est à 7% de trachéotomie. Une intubation prolongée de 24 heures, de moins de 24 heures dans 13% des patients. Très peu de sonde nasogastrique, alors que les techniques par voie externe, la sonde nasogastrique est systématique, avec 23%. Très peu de gastrostomie et une durée moyenne d'hospitalisation qui est de 8,4 jours, contre à peu près 20 à 30 jours dans les techniques par voie externe. Nous avons aussi couplé l'utilisation de la chirurgie assistée par robot dans des cancers du sinus périforme avec une couverture par l'embolie libre antébrachiale chez des patients qui avaient eu auparavant une radiothérapie. En termes de limite de résection, on a 94% de limite de résection saine. 18 patients ont eu un complément par radiothérapie. Ils ont tous été suivis avec un suivi moyen de 16 mois.
On a des taux, actuellement c'est très préliminaire avec un recul insuffisant, mais on a un taux de 5,8% d'échec local, ce qui correspond aux données de la littérature à la chirurgie par voie externe, et puis des 6% de décès en rapport avec la maladie cancéreuse. On a eu une complication majeure qui a été un décès à J15 par hémorragie massive. C'était probablement une rupture de l'artère carotide commune. On avait mal analysé l'imagerie. La tumeur était proche de l'artère carotide commune. Et ensuite, il y a eu une nécrose de la paroi avec rupture carotidienne secondaire. Donc maintenant, on analyse bien minutieusement les clichés pour lorsque la tumeur est proche de la carotide, on considère que c'est une mauvaise indication. Les complications, vous voyez, les complications générales, mais délirium très mince, pneumopathie d'inhalation qui n'ont rien à voir avec la chirurgie par voie transorale. Un cas de fistule pharyngo-cutanée. Et maintenant, nous réalisons l'évidement ganglionnaire en premier. On laisse le cou ouvert, on fait la chirurgie par voie endorale avec le robot. Et on retourne ensuite sur le cou pour vérifier s'il n'y a pas une brèche pharyngée. Et dans ces cas-là, on la ferme, soit simplement, soit en utilisant l'embout local pour éviter les fistules. Bien sûr, dans les cas du cancer du sinus périforme, on a un taux de complications et de sondes d'alimentation un peu plus élevé, mais il faut quand même se rappeler que la chirurgie par voie externe dans ces cancers est une chirurgie très lourde, avec des trachéotomies prolongées et des sondes d'alimentation pendant 3 semaines, 1 mois, voire même plus. Donc, quelles sont pour nous les contre-indications? La première évidente, c'est l'impossibilité d'une bonne exposition. Et nous pratiquons toujours une endoscopie lors du bilan initial du patient pour tester si l'on pourra utiliser le robot pour le traitement chirurgical. Il faut que l'on voit absolument correctement, en particulier la partie basse de la tumeur. L'autre contre-indication évidente, c'est la limitation de l'ouverture buccale, qui ne permet pas de placer correctement l'écarteur, et d'autre part un écart intermandibulaire réduit qui ne permet pas lui non plus de placer l'écarteur AFK. Bon, les inconvénients, les autres intervenants en ont déjà parlé. Ce que nous avons en plus par rapport aux autres disciplines, c'est les conflits entre les bras du robot et le vidéo-endoscope, et le conflit avec l'écarteur. C'est pour ça que la limitation de l'ouverture buccale, si les bras se cognent, on est obligé d'arrêter. Nous avons besoin d'un assistant à la tête du patient, mais un senior, car l'absence de sensations tactiles et de retour de force impose parfois, pour reconnaître des structures cartilagineuses et osseuses, la palpation. Et d'autre part, il faut parfois mettre des clips un petit peu à la volée sur des artères linguales, et seul un chirurgien expérimenté peut le faire assez vite, sans compromettre la fin de l'intervention. Donc les avantages, c'est évident. C'est surtout les tumeurs profondes de la partie postérieure de la base de langue, de la paroi pharyngée latérale et de l'hypopharynx. On fait un abord du pharynx sans abord cervical simultané, sans trachéotomie le plus souvent, avec le plus souvent aussi sans sonde d'alimentation et une délai d'hospitalisation réduite, des suites opératoires beaucoup plus simples et une meilleure qualité de vie. Donc pour nous, la chirurgie assistée par robot dans le cadre des cancers ORL s'intègre dans le cadre de la chirurgie minimale invasive. Elle vient en complément de la chirurgie transorale endoscopique au laser, et sur certains cas, nous faisons d'abord la chirurgie au robot, et lorsqu'on s'approche des cordes vocales, on utilise le laser CO2 pour éviter l'effet thermique en profondeur d'une coagulation monopolaire. Et un des vrais problèmes, c'est l'enseignement à nos jeunes collaborateurs qui doivent intégrer ces nouvelles techniques, mais en même temps savoir toujours convertir et garder les interventions conventionnelles. Voilà, je vous remercie. Alors je demande à Béatrix Barry, donc du service de RL de Bichat, d'intervenir à la suite de la communication de Daniel Branu. Merci. Voilà. Merci. Monsieur le Président, cher maître, donc je vais vous faire des petits commentaires sur la présentation de Daniel qui effectivement était très intéressante, qui nous a pas mis bien en évidence, parce qu'il n'a pas eu le temps de montrer des films, mais le caractère très spectaculaire et très confortable de cette chirurgie qui, effectivement, par rapport à la chirurgie endoscopique, est une chirurgie en 3D. Donc, d'abord, un premier commentaire, c'est que, comme vous l'avez vu, en ORL, nous sommes encore dans des études de faisabilité. C'est encore un outil qui est en cours d'évaluation.
Et il n'y a pas d'études comparatives permettant de comparer la chirurgie endoscopique traditionnelle qui est essentiellement faite au laser ou au bistouri pour les tumeurs très accessibles, très antérieures, à la chirurgie robotique. Le deuxième commentaire, c'est que cette chirurgie robotique est en ligne droite de la chirurgie mini-invasive, qui est cette chirurgie au laser qui s'est énormément développée dans les 20 dernières années en ORL, avec une technique chirurgicale qui, là, ne peut que être meilleure que la chirurgie endoscopique au laser, puisqu'on a un outil beaucoup plus performant. La particularité, donc vous l'avez vu en ORL, c'est que c'est une chirurgie qui va se faire par voie endobuccale, ce qui est quand même un inconvénient majeur. Daniel vous l'a expliqué parce que on est limité par l'ouverture buccale, et cette chirurgie va être essentiellement une chirurgie carcinologique qui donc ne va permettre que de faire une exérèse de tumeurs de relativement petite taille. On a en fait le souci, donc je vais me faire spécialement critique, de faire une chirurgie qui va être en limite carcinologique, et je crains que par voie endoscopique, mais c'est valable aussi au laser, on ait des marges d'exérèse qui soient plus réduites que lorsqu'on fait une chirurgie ouverte ou une chirurgie, globalement une chirurgie en technique ouverte. Voilà. Le problème aussi de la chirurgie endoscopique du robot et du laser, c'est qu'on va laisser en place une zone qui va être cruentée, donc sauf quelques cas particuliers où il y a une reconstruction. On va laisser une zone cruentée qui va être en milieu septique, notamment en milieu septique salivaire. Et on peut, alors je ne sais pas si toi tu l'as encore déjà observé, mais on peut probablement avoir des soucis de cicatrisation avec des zones musculaires rétractiles, notamment au niveau de l'hypopharynx et de l'oropharynx. Moi, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est jusqu'où penses-tu qu'on va pouvoir aller avec cette chirurgie robotique ORL? Certains d'entre vous savent probablement que l'équipe de l'HEGP s'est lancée dans des laryngectomies totales, donc des interventions qui sont déjà très lourdes par voie robotique. Et puis, on est un petit peu loin de l'ORL, mais c'est un peu notre domaine aussi. On peut faire de la chirurgie thyroïdienne au robot. Et est-ce que ça te semble raisonnable d'envisager, en dehors du problème culturel qui n'est pas le nôtre, de faire une chirurgie robotique par voie axillaire pour une chirurgie qui peut se faire par voie cervicale? Je sens que j'ai été volontairement... Non, alors la première question, avec la miniaturisation des robots, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Alors là, j'en suis absolument convaincu. Là, on a un dinosaure en termes de machines. On peut comparer avec l'aéronautique, où aujourd'hui, il y a des mini-drones qui sont télécommandés. Des mini-drones, il y a des macro-drones. Et je pense qu'en chirurgie assistée par robot, on aura la même chose. Avec, en particulier, il y a le tripode, là, sur un bras avec la caméra, qui pour nous sera extraordinaire, parce qu'on pourra aller vraiment très profondément. Ça, c'est le premier point. Donc je pense que l'avenir est là, sans parler du coût. Et de toute façon, quand on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'on est beaucoup moins agressif. Ce qui fait que la déglutition reprend immédiatement. J'ai fait un robot hier, la malade, elle mange aujourd'hui. Avec une technique par voie externe, il aurait fallu attendre 3 semaines. Et des pneumopathies d'inhalation que l'on acceptait il y a une quinzaine d'années, mais qu'on n'accepte plus aujourd'hui. La thyroïde, c'est simple, la thyroïde, c'est moins de 1% par voie conventionnelle de paralysie récurrentielle, moins de 1% d'hypoparathyroïdie définitive. Et il faut, dans le cadre des cancers, enlever tout le tissu thyroïdien. L'instrument utilisé, c'est l'ultracision, et par définition, on est obligé de rester à 1 cm du récurrent. Donc, on ne va pas faire une vraie thyroïdectomie totale. Ensuite, c'est une incision pour une lésion bénigne qui va faire 4 cm. On peut faire aussi en vidéo assistée qui va être à 3 cm. Contre, pour une thyroïdectomie totale, 2 incisions axillaires de 10 cm. Et dans toutes les équipes, pendant la courbe d'apprentissage, des paralysies du plexus brachial. 6 mois d'invalidité, contrairement à ce qui n'existe pas dans la thyroïdectomie totale conventionnelle. Donc autant, moi je pense, moi j'ai même pas essayé. On a été voir, j'ai envoyé un collaborateur qui a été en Corée, il a été regardé, il a dit c'est pas pour nous. Par contre,
Pour les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes par voie endoscopique, alors là, c'est Corée du Sud. Mais ils essaieraient bien. Bien, sur le plan ORL, y a-t-il une question? Sinon, on va passer à la discussion générale pour laquelle je demanderai aux différents orateurs de répondre en fonction des questions. Donc la question générale, on l'a vu avant la dernière séance sur la chirurgie de la prostate. Yves Chapuis notamment a posé un certain nombre de questions donc sur l'intérêt du robot. Alors sur le plan de la définition, Stéphane, vous avez une question, donc robotique ou chirurgie robot assistée? Pour l'instant, on en est à robot assisté, on vous passe le micro. En réalité, c'est une chirurgie médiatisée. Le chirurgien opère toujours. C'est lui qui est aux commandes. C'est son cerveau qui fonctionne. Il opère à travers de la télémanipulation, exactement comme dans une centrale nucléaire. Ce n'est pas encore le robot. Le robot, vous l'avez vu, c'est Asimov. Il marche et il évite les obstacles, il fait des actions, il a un programme. Alors ça, c'est de la chirurgie robotisée. Et là, il faut craindre la chirurgie robotisée parce que ça sera la perte du contact entre l'homme et son malade, entre le chirurgien et son malade. Ça, on finira par un malade qui rentre dans une cabine avec des examens, des prélèvements, qui passe directement sur la salle et qui est opéré par un robot. La chirurgie médiatisée, c'est encore quelque chose acceptable parce qu'elle est plus précise, elle épargne la vie, elle épargne le temps, elle épargne la fatigue du chirurgien. Ça, il faut continuer dans cette voie. Merci. Cher ami. Oui, tout d'abord, une petite précision. Vous avez plusieurs fois évoqué l'absence de retour de force. Je crois savoir que Intuitive Surgical est en train d'aboutir et que très bientôt, il y aura un robot avec retour de force. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il sera probablement d'un prix peut-être un peu plus élevé que celui qui est en vente à l'heure actuelle, en attendant 2013. Il y a un point qui n'est pas soulevé dans la manière de chirurgie robotique, c'est les questions d'anesthésie. En particulier lié bien sûr au pneumopéritoine, mais sa durée, vous l'avez montré, est équivalent à celui de la vidéoendoscopie. Mais surtout, pour certaines interventions, j'ai vu, d'une communication récente, qu'il pouvait y avoir des positions très particulières, en particulier des trélimbours, imposées par certaines interventions. En tout cas, c'était le témoignage qui nous était faite par un collègue qui était resté pendant 1 an à Houston, au Texas, et qui nous montrait combien les répercussions diverses sur l'organisme, non seulement du pneumopéritoine, mais de la position nécessaire dans certains cas. Et j'avoue que ces répercussions étaient très importantes à prendre en compte, notamment dans l'indication elle-même, puisqu'il faut une évaluation extrêmement forte. Alors, ceci dit, vous allez me dire, mais pourquoi assez à mon âge, si je puis dire quand même, je m'intéresse tant. Bon, bien sûr, comme vous le savez, j'ai, je crois, en 92 publié les premières, montré ici, les premières surrénectomies vidéoendoscopiques que j'avais faites. Et puis, ça m'a conduit à m'intéresser, bien sûr, à la robotique. Et il se trouve qu'il y a à peu près 1 an, un peu plus, un membre du CEDIT m'a demandé si, en tant que chirurgien, j'accepterais d'éclairer un groupe et d'organiser un symposium, ce que nous avons fait il n'y a pas très longtemps, à Scipion, dans le cadre des associations des anciens de la paix, ce qui m'a conduit, grâce à lui, à étudier, de revoir à peu près... D'abord, je vous félicite, tous les intervenants, de la qualité de vos interventions cet après-midi. Et j'ai eu l'occasion de prendre discipline par discipline les publications, et Dieu sait s'il y en a pour l'instant. Et ça m'a amené, bien entendu, avec ce symposium experts, et je vais vous parler en particulier de cet anesthésiste doté d'une énorme expérience, qui était présent. Et j'avoue que ça m'a amené à avoir un regard à la fois fasciné. Je comprends très bien quelle fascination, et dans certaines, indiscutablement, en urologie, pour certaines interventions gynécologiques, nous l'avons vu. Et nous n'avons pas parlé de la chirurgie pédiatrique, mais il est clair qu'en chirurgie pédiatrique, et monsieur Nardi nous a bien montré à l'occasion de ce symposium l'avantage que ça voulait représenter en chirurgie pédiatrique. Mais quand on regarde bien, discipline par discipline, on commence par la chirurgie cardiaque, etc., toutes,
c'est très curieux parce que les études qui sont faites montrent qu'il y a dans chaque spécialité une ou deux ou trois bonnes indications. Mais il y a beaucoup d'autres interventions pour lesquelles il n'y a pas d'indication et d'avantage. Ce qui pose un problème de fonctionnement et d'organisation des services. Bien entendu aussi en matière de formation. C'est quand même un problème qu'on ne peut pas négliger et qui me paraît vraiment essentiel. Et d'autre part, il y a une question qui est tout de même aussi soulevée. Et je voudrais quand même indiquer qu'il y a eu récemment un très bon numéro paru dans le journal de chirurgie d'octobre, où il y a un point de vue extrêmement presque contrasté, mais passionnant, notamment l'approche sur le plan financier. Parce que je crois que l'on ne peut pas ne pas examiner cette question de façon importante. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce papier, dans ces articles par nos jeunes collègues, il est montré les problèmes très différents entre le secteur hospitalier public et puisque, comme on le sait, un cas opératoire sous robot, sauf erreur de ma part, est remboursé sur le système norme actuel du cas opératoire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les établissements privés qui, bien entendu, aiment l'effet, il faut bien reconnaître, marketing. Allez sur Internet et regardez certaines cliniques prestigieuses et vous verrez que le robot est mis en exergue en premier. Et ça, il y a des arrangements avec les chirurgiens, c'est ce que dit le papier, qui sont amenés à collaborer financièrement au financement de cette chirurgie. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je crois qu'il y a donc à faire un discernement. Il y a tout de même, on ne peut pas négliger cet aspect financier. Je ne parle pas de l'aspect humaniste. Parce qu'à entendre un de nos collègues il n'y a pas très longtemps, qui a une grande expérience, nous dire que dans le fond, pour former un chirurgien apte à la robotique, il n'est pas besoin d'avoir 7 années ou 8 années d'études de médecine. 3 ans suffisent. On fabrique facilement ingénieur de santé, et cet ingénieur de santé, dans un ensemble qui serait une sorte d'usine, fonctionnera sous la surveillance d'un grand expert. Et c'est vrai que... Bon, alors, je m'excuse, je termine. Ce qui veut dire quand même que sur le plan actuellement, dans le cas des dépenses de santé, on est en train de renvoyer, non plus aux chirurgiens, ce qui était le cas autrefois, mais l'initiative et la décision. C'est un problème de société, de politique. Et voilà. Alors je m'excuse d'avoir... On va donner la parole. Je vais faire une petite intervention rapide avant de donner la parole aux experts qui sont là. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à une chose, et notamment en tant qu'Académie nationale de chirurgie, c'est que beaucoup des questions qui sont posées actuellement, François Dubois est parti, mais enfin, souvenez-vous, quand la cœlioscopie est arrivée, les mêmes critiques, et notamment celles de coût, ont été faites à la cœlioscopie. Ce qui a d'ailleurs entraîné le fait que certains établissements, dont l'établissement de l'assistance publique de l'AP, ont pris 7 ans de retard au départ sur des arguments qui étaient de la sensation. Ça coûtait cher, ça apportait rien, etc. Donc il faut faire attention, on a fait déjà une fois une erreur, il ne faut peut-être pas la répéter. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire aussi attention, et là je vais donner la parole à ceux qui ont parlé, à propos des indications. Par exemple, l'exemple de l'urologie est typique. Les indications, on dit oui, on ne fait que la prostatectomie radicale. C'est faux. Il se trouve que la prostatectomie radicale est celle qui a été faite la première et qui se fait encore le plus. Mais actuellement, en pourcentage, les autres indications montent. En urologie, pratiquement, toutes les interventions d'exérèse peuvent se faire au robot. Il est évident que l'hydrocèle vaginal n'a aucun intérêt au robot. Mais tout peut être fait dans le service, aussi bien qu'à Montsouris, aussi bien qu'à Créteil. Toutes les interventions d'exérèse ont quasiment déjà été faites au robot. Simplement, pour des problèmes financiers, pour des problèmes d'utilisation de blocs opératoires, etc., on est limité. Donc, il faut savoir que les choses vont aboutir. Si j'ai voulu choisir d'autres spécialités que l'urologie, c'est parce que justement, et c'était très intéressant de voir toutes les autres spécialités qui s'y mettent les unes derrière les autres, et comme par hasard, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles indications qui apparaissent. Et ça a été évoqué, je crois, par Fabien Caveau et Marc Coggia. Il va y avoir le problème dans la discussion des centres experts. Il est évident que pour certaines interventions, ça sera toujours des centres experts, mais les centres experts, par exemple en urologie, pour les sphincters artificiels chez la femme, il y a 10 centres en France qui les font et pas les autres.
Jean-Pierre Lefranc a évoqué le problème de la promontofixation qui peut être fait aussi bien par la Célio. Mais à partir du moment où dans une équipe, dans un bloc multidisciplinaire, il y a un robot et que les systèmes de financement qui sont, mais c'est ça qui me fait un peu toujours sourire, les problèmes d'études financières et notamment, je m'excuse, ceux du CEDIT, c'est-à-dire c'est fait avec des règles du jeu qui sont imposées de l'extérieur et qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses et des vrais coûts. Ce ne sont pas les vrais coûts parce que, comme vous l'avez dit très bien, à la séance publique, il y a, enfin dans les hôpitaux on échoue de façon générale, il y a un problème où tous les matériels et les DMI sont inclus, sauf quelques exceptions, dans les actes. L'activité au robot n'existe pas sur la nomenclature pour l'instant, alors que par exemple en privé, il y a eu des cliniques privées qui ont le malade facturé à la sécurité sociale le consommable. Donc les règles du jeu sont totalement différentes. Donc quand on sort des arguments économiques, ils sont faussés par le biais du coût du robot. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit Alexandre et François Roset, c'est qu'actuellement, la perte des brevets d'Intuitive va faire que mécaniquement, comme on l'a vu dans plein d'autres technologies médicales, le prix va baisser parce que d'autres sont déjà en train d'attendre 2013 pour sortir des appareils beaucoup moins chers. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, les centres experts, les indications, le coût et la formation sont importants. Alors, Laurent est là, puis ensuite, je demanderai à Alexandre et à Christophe d'intervenir. Bonjour, Laurent Sedel. Donc, je suis impliqué à mon corps défendant dans cette affaire. Alors, je découvre 2-3 choses. D'abord, le côté marketing vous fait un tort terrible. Voilà. Moi c'est la première impression que j'ai. C'est que le côté marketing, il faut absolument l'éliminer. Le CEDIT est maintenant convaincu, enfin, tu as cité le CEDIT, est absolument convaincu et on cherche à les convaincre. Rentrer dans les systèmes de financement des interventions, bien entendu, ce n'est pas notre sujet. Moi, je me refuse absolument à rentrer là-dedans. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument prouver, c'est démontrer l'avantage pour les patients. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, comment faire? Alors, c'est là où c'est très compliqué, parce que si on regarde les méta-analyses, ben, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas de valables. Alors, on n'arrive pas vraiment à avoir des réponses. Alors, il faudrait inventer des méthodes. Simplement, ça fait quand même 10 ans que ça a démarré et qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Alors moi, je vais vous faire une suggestion, savoir ce que vous en pensez. J'en ferai une autre après. Bon, voilà. Ça serait en fait par pathologie, et pas par technique chirurgicale, mais par pathologie. Par exemple, prenons le cancer de la prostate, on en parle beaucoup, qu'on rentre tous les cancers de la prostate opérés sur une région, sur la paix de Paris par exemple, dans un registre. Voilà. Et ensuite... il y aurait un certain nombre de critères que vous connaissez très bien, vous connaissez bien mieux que moi. Et ensuite, on ressort, 5 ans plus tard, on a la réponse. Voilà. Je crois que il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à s'en sortir, parce qu'on ne fera jamais d'études randomisées. Ça, je ne crois pas du tout, même si tous les méthodologistes vous le disent, mais ce n'est pas possible. On sait très bien qu'en chirurgie, ce n'est pas possible. Donc la seule méthode, c'est là, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Voilà. Juste pour aller dans le sens de Laurent, je suis absolument d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai eu une réunion au ministère il y a 8 jours à propos de la thermothérapie, enfin de la blatherme, des ultrasons haute intensité dans le cancer de la prostate. Et en fait, ils ont enfin compris, mais ils l'ont compris, ça c'est très bien, qu'en chirurgie, les études randomisées avec tirage au sort, c'était pas possible, sauf quand on veut comparer une bandelette avec une bandelette ou un fil avec un fil, mais pour le reste, c'était pas possible. Et que la solution, c'est les tracker studies, c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire de dire, à partir d'une date donnée, on met tous les malades qu'on opère de telle pathologie, et on compare des traitements différents, on les rentre dans les registres, et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des pathologies, on fait le point. Les Anglais ont compris ça depuis longtemps, les Anglais font ça déjà depuis une dizaine d'années, et ça permet d'évaluer la chirurgie de façon relativement importante. Et d'ailleurs, nous tous, on sait très bien que de temps en temps, il y a des techniques dans chacune de nos spécialités qui sont arrivées, qui ont vécu 1 an, et puis qui ont disparu, où il y a eu des effets, il n'y a même pas eu le temps d'avoir des registres, qu'elles étaient mauvaises, elles ont disparu. Mais je pense qu'en effet, c'est ça qu'il faut faire. Au niveau de la collégiale des urologues, on a discuté, tous les membres de la collégiale des urologues parisienne sont d'accord pour mettre leurs malades dans un registre pour faire ça. Je pense que c'est indispensable. Je voudrais avoir l'avis d'Alexandre ou de Christophe sur les problèmes des indications que relevait Yves Chapuis. Alors, deux points. Le premier, en effet, les indications, moi je pense que les indications, elles évoluent avec le temps. La prostatectomie radicale nous a permis d'avoir le nombre de malades et de finalement arriver à gérer le robot, arriver à standardiser une intervention pour évoluer finalement vers d'autres indications.
La prostatectomie m'a permis évidemment d'évoluer la chirurgie du rein parce que j'avais l'expérience du robot. La prostatectomie permet également maintenant dans le service d'évoluer vers l'implantation de sphincters artificiels périprostatiques au robot. Si on n'a pas l'expérience de la chirurgie prostatique, c'est particulièrement difficile. Donc je pense qu'on va glisser, et le problème de la prostatectomie et le problème de l'indication de la prostatectomie, c'est l'indication du traitement chirurgical du cancer de prostate plus que l'indication de l'outil utilisé, qui à mon avis n'est jamais qu'une goutte d'eau dans l'énorme dépense financière concernant le cancer de prostate. Donc il y a ce point-là. Le deuxième point est la mise en place de fichiers et de relevés de banques de données. Tous nos patients, depuis le premier patient rentré prospectif dans des banques de données, tous les patients, je peux sortir demain tous nos patients, et je pense qu'à Créteil, Alexandre le confirmera, et il risque de sortir probablement des données de robotique. Maintenant, je pense qu'au sein de l'assistance publique, énormément de statisticiens. Mais que font tous ces statisticiens? Je veux dire, qu'ils arrêtent de regarder la littérature, qu'ils fassent la littérature. Ils sont bienvenus. Moi, je suis chirurgien, je ne suis pas statisticien. Non, c'est extraordinaire que l'essence publique a une manne fantastique, n'utilise pas ces données plutôt que de regarder les données américaines. C'est toujours la même chose. Juste un commentaire concernant ce que disait M. Sedel et la proposition de M. Sedel, pour dire qu'il y a un stick en fait qui est déjà lancé, comparant pour la chirurgie de la prostate les 3 voies d'abord, que c'est en cours, que les inclusions sont quasiment finies. Donc on va avoir le résultat concernant ça. Le deuxième point, c'est le côté un petit peu marketing de l'outil qu'on voit relayé par les médias, enfin par les médias, par Internet, hein, et on le voit tous les jours. Moi j'ai vu un patient récemment qui était hospitalisé à Mondor pour une complication, un hémato avec une cure d'hydrocèle. C'est un patient qui travaille à la RATP, qui a des revenus extrêmement modestes et qui habite en face de l'hôpital. Et je lui dis, mais où est-ce que vous êtes fait opérer? Je me suis fait opérer dans une clinique à l'opposé de Paris, dans une grande clinique avec un dépassement d'honoraires conséquent. Je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu en face? Je lui dis, mais il me dit, parce que je suis allé sur Internet et que j'ai vu que la clinique machin, pour ne pas la citer, je ne la citerai pas, elle avait non seulement le robot, mais en plus c'était les spécialistes de la cure d'hydrocèle. Donc je crois qu'il faut se battre avec les outils de notre temps. Le côté marketing, on ne peut pas le laisser qu'au privé. Je pense que l'assistance publique a besoin de nouveaux robots parce que nos robots sont obsolètes et vont tomber bientôt, vont être arrêtés à cause de problèmes de maintenance, et qu'il faut faire savoir qu'on fait bien, qu'on fait avec des outils modernes et qu'on rend service aux gens. Oui, moi je voulais répondre à Yves Chapuis à propos des surrénales. À sa suite, on avait fait des centaines de surrénales en laparoscopie et on s'est mis au robot. Et ce que ça nous a permis de faire maintenant, c'est de faire des très gros phéochromocytomes qu'on ne savait pas faire en laparoscopie, de faire des paragangliomes interaorticocaves, de faire des choses. Donc les indications, elles bougent, elles évoluent. Encore une fois, c'est une machine qui vous rend meilleur, qui vous rend adroit. Alors forcément que ça apportera un bénéfice aux patients, et toutes les études, je suis d'accord, quand elles sont mal faites, et je crois qu'il faut arrêter de se baser là-dessus, et il faut surtout continuer à avancer dans ce sens. Enfin, ça, c'est... Alors le retour de force, vous en parlez souvent, je vous assure que quand on a fait beaucoup de robots, c'est vraiment pas un point important. Ce qui me paraît important, c'est d'avoir le ligature articulé qu'on va avoir, et d'avoir en digestif en particulier les agrafeuses articulées, ce qui fera que le chirurgien sera beaucoup plus autonome, et que l'aide opératoire aura peut-être un rôle un tout petit peu moins important. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser en ce qui concerne, je dirais, l'hyperspécialisation technologique. Autrement dit, si un jour, et c'est peut-être le cas maintenant pour la prostatectomie totale, une intervention est nettement supérieure grâce à la technologie que celle qui est faite normalement, mais qui nécessite, je dirais, un soutien technologique fort. Quelle pourrait être la recommandation en ce qui concerne les patients, je dirais, de l'ensemble du pays? Doit-on dire, écoutez, il y a une intervention qui donne de meilleurs résultats, mais elle n'est pas pratiquée partout. Et donc, notre recommandation, quand je dis nôtre, je ne sais pas qui est nôtre. Est-ce que c'est nous, chirurgiens? Pourquoi pas?
parce que c'est notre autorité administrative, je préférerais que ce soit nous, et de recommander que cette intervention au bénéfice du patient soit faite dans un centre qui dispose de la technologie pour le faire. La semaine prochaine, nous avons une séance sur la chirurgie dans l'hôpital de demain. On aurait pu inscrire la chirurgie robotique parce qu'elle a sa place dans toutes les spécialités, transversales, dans toutes les spécialités. Et elle, en effet, pose une question sur l'organisation de la chirurgie dans ce que j'appelle l'hyperspécialisation. Regardez ce qui s'est passé pour la transplantation hépatique. La transplantation hépatique s'est développée à une époque où il y avait des services de chirurgie digestive. Il n'y avait même pas de services de chirurgie hépatobiliaire. Alors, évidemment, il y a eu des services de chirurgie hépatobiliaire, mais tous n'avaient pas la technologie pour faire les transplantations hépatiques. Autrement dit, il y a eu, et ça c'était une décision administrative, il y a eu un choix en disant la transplantation hépatique ne se fera que dans ces centres de chirurgie hépatobiliaire qui étaient parfaitement équipés pour faire la chirurgie hépatobilière, sauf qu'ils n'avaient pas tout l'arsenal technologique, qui est technologique personnelle d'ailleurs, qui n'est pas seulement une technologie matérielle. Donc, c'est une réflexion que je vous soumets parce qu'elle entre dans le cadre de ce qu'on va voir la semaine prochaine, avec d'ailleurs la présence de l'administration, puisque la directrice générale de l'offre des soins sera là pour participer à notre réunion. Je crois que c'est une question importante parce que de toute façon, on va obligatoirement vers le fait que les blocs opératoires dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans vont être des blocs opératoires dans lesquels on aura une technologie, il y aura des robots entre guillemets, il y aura des scanners dans les blocs opératoires, il y aura des systèmes canalaires, vasculaires, urologiques, etc. dans les blocs opératoires. Les radiologues travailleront dans les blocs opératoires avec les chirurgiens parce qu'il y aura certaines choses qui seront partagées. Et il est évident que chaque bloc opératoire ne pourra pas avoir tout. Et donc il va y avoir une organisation différente des blocs à cause de la mutualisation due aux technologies. On le voit très bien. Tous les orateurs ont parlé dans les hôpitaux qui représentaient que pratiquement 2, 3, 4, 5 spécialités travaillaient sur le même appareil, sur le même robot. Ce qui va entraîner obligatoirement des changements d'organisation. Moi, en tant que chef de pôle à la Pitié, j'ai changé l'organisation des blocs à Gaston Cordier pour faire venir le robot qui était en cardiovasculaire avant et qui n'était plus utilisé. Et Raj m'a dit, moi je ne l'utilise plus. On a changé toute l'organisation et maintenant c'est partagé avec 2 spécialités en attendant d'en avoir une 3e qui va arriver, etc. Donc l'organisation des blocs va changer. La technologie, c'est même pas, je crois, de l'hyperspécialisation, c'est de l'hypertechnologie. C'est-à-dire, maintenant, en tant que chirurgien, il est évident que les scanners, moi j'étais à Grenoble, puisqu'on a dans l'équipe des gens qui travaillent avec le CNRS à Grenoble, il y a des scanners maintenant qui sont plus grands que des lampes de bureau. Hein. On va avoir des scanners dans les blocs opératoires. Donc, il va falloir repenser tout ça. Et à partir du moment où vous avez dans un bloc opératoire qui est ouvert à plusieurs spécialités, des technologies très importantes, après, le problème qu'a posé Jean-Pierre, à juste titre, se pose moins. Si le robot est là et que ce n'est pas des dizaines de malades qui sont faits, mais que c'est par an des milliers de malades qui sont faits, que vous fassiez la promontofixation au robot ou en cellio n'a plus aucune espèce d'importance. Ça a de l'importance quand un chirurgien va voir son directeur en disant « je veux le robot pour faire 50 malades par an ». Le directeur dit « c'est pas la peine de venir ». Quand vous avez 500 ou 1000 malades par an qui sont opérés avec une technique, c'est quelque chose qui finit par s'amortir. Et ce qui permet, et en plus de ça, dans les hôpitaux universitaires, ça permet de faire l'évaluation de ces technologies. Et si ce n'est pas nous qui faisons l'évaluation des nouvelles technologies, qui va la faire? Je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre qu'il faut cesser de toujours lire la littérature étrangère, alors qu'en France, on a la chance d'avoir une chirurgie qui, globalement, est de haut niveau, qui a plein de choses nouvelles qui ont démarré en France, à commencer par la célioscopie, et que le robot n'est en fait qu'une partie technologique qui a extrapolé ce que montrait la céliochirurgie. Donc je crois que là, c'est vraiment très important, mais on va, pour certaines pathologies, pour certains actes, vers des centres experts. C'est pas possible autrement, c'est évident. Moi, j'ai... Non, simplement répondre à une question ici. Pourquoi l'assistance publique ne fait pas ça alors qu'elle dispose... Croyez-en mon expérience, l'assistance publique, comme toute institution hospitalière, n'a rien à faire. C'est nous qui devons faire. Autrement dit, c'est vous qui devez prendre l'initiative de faire un registre, s'il faut faire un registre. L'administration suivra. Autrement dit, il faut inverser l'ordre des décisions. Et je pense que l'administration
sera tout à fait d'accord pour suivre ce qui est à l'évidence performant. Mais nous avons pris un peu l'habitude ces temps-ci, depuis plusieurs années, d'attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Et là, je m'adresse aux plus jeunes que nous, il faut y aller. Voilà. C'est la seule façon de changer les choses. Enfin, voilà, il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions, je voudrais donc terminer cette séance qui était extrêmement brillante. Je remercie d'abord les orateurs qui sont venus ici nous faire part de leur expérience sur un sujet très pointu et très intéressant. Je remercie également François Richard d'avoir organisé cette très belle réunion qui fait vraiment honneur à l'Académie de chirurgie. Et alors j'ai une petite remarque matérielle, excusez-moi. La discussion est filmée, de même que les présentations. Et ensuite, nous avons les e-mémoires, c'est différent. Les e-mémoires, c'est les communications qu'on va vous demander de paraître dans notre revue sur Internet, et également la discussion. Alors, nous avons une secrétaire qui va taper la discussion enregistrée et va l'envoyer à ceux qui ont posé des questions pour qu'ils le corrigent, et ensuite, ce sera mis dans les mémoires. Donc, n'oubliez pas de le faire quand vous recevrez ceci. Voilà, donc nos séances sont enregistrées. Alors, nous allons faire l'audit parmi les membres de l'Académie de ceux qui voient les séances enregistrées. Alors, je vous demande de les voir. Alors, si vous avez une difficulté, vous adressez au secrétariat de l'Académie ou même plus directement au système, à l'entreprise qui est chargée de la diffusion, qui s'appelle Boeco. Il y a un mail, vous demanderez à l'Académie. Il y a un mail, si vous avez des difficultés à voir, vous adressez et ce spécialiste va vous dire exactement comment vous mettre sur le site. Voilà, écoutez, je termine en vous remerciant beaucoup de cette séance d'aujourd'hui et la séance est levée.